Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. J'ai attendu un petit peu parce que comme la vidéo pour la sciatique et comme la vidéo pour la névralgie cervico-brachiale, je voulais vous faire une vidéo, on va dire, un minimum organisée, pas des vidéos freestyle comme je fais d'habitude où je sors la caméra, je me mets devant, je filme, je parle, j'arrête, je monte et je publie. Donc là aujourd'hui, ça va être un petit peu plus structuré. Mais un tout petit peu, pas beaucoup, promis, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Donc ça va se dérouler en 7 parties, et aujourd'hui on va parler de tendinite. On va voir que c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est pas grave. Donc première partie, ça va être justement sur la tendinite, qu'est-ce que c'est, pourquoi on appelle ça comme ça, et est-ce qu'il y a un autre terme plus approprié pour ça. Deuxième partie, le tendon, qu'est-ce que c'est, le tendon normal en tout cas. Troisième partie, le tendon pathologique, le tendon qui fait mal, à quoi il ressemble et comment on le reconnaît. Quatrième partie, soigner la tendinite. Comment est-ce qu'on soigne une tendinite? Quels sont les principes et ce à quoi il faut faire attention? Sixième partie, la douleur et la tendinite. Septième partie, oui, les prochaines vidéos que je vais faire sur la tendinopathie. Alors je viens de donner la première partie. Je viens de donner la réponse à la première partie. La vidéo, donc je vais l'appeler très certainement tendinite, etc. pour que ça parle au plus de monde possible. Et donc qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse voir la vidéo. Mais il faut savoir que c'est pas un terme qui est très juste. Parce que tendinite, si on traduit ça littéralement, ça veut dire inflammation du tendon. Et c'est pas un terme qui est véritablement très juste. Parce que il y a beaucoup d'états dans lesquels peut se trouver le tendon et pas uniquement un état d'inflammation. Donc un terme qui conviendrait mieux, ce serait tendinopathie. Enfin, c'est tendinopathie, ce serait c'est tendinopathie. Donc tendinopathie, littéralement, ça veut dire pathologie du tendon. Et effectivement, ça colle beaucoup mieux à ça. Donc, maintenant qu'on a défini un petit peu de quoi on allait parler, on va s'attaquer au sujet même de la vidéo, à savoir le tendon. Donc le tendon, qu'est-ce que c'est? Le tendon, c'est simplement une structure fibreuse qui va relier l'os et le muscle. Donc un tendon, si vous voulez, c'est une structure qui est très solide, véritablement très solide. C'est relativement élastique pour permettre justement d'absorber un petit peu mieux les contraintes. Ça s'adapte très bien de manière très progressive à la charge, en tout cas à l'effort demandé. Et par contre, ça n'aime pas du tout bosser tout seul. C'est-à-dire que le tendon, il aime bien quand il est aidé du muscle. Ça fait un peu une paire, le muscle et le tendon. Donc voilà. Et évidemment, par-dessus tout, il aime bouger. Donc j'aimerais vous faire la différence un petit peu avec le muscle et le ligament. Donc le muscle, si vous voulez, c'est une structure qu'on appelle contractile, qui se contracte, c'est-à-dire qui va permettre de rapprocher deux segments osseux. Donc lui, par contre, il aime pas du tout rester immobile. Par exemple, quand vous restez longtemps assis sur une chaise immobile, au bout d'un moment, vous allez déclencher des douleurs. C'est le muscle qui envoie un message en vous disant « S'il te plaît, bouge-toi les fesses ». Pareil, lui, il aime la surcharge progressive pour se développer, pour se renforcer. Et il peut des fois s'insérer sur l'os directement, mais souvent, c'est via un tendon. Et le ligament, qui est celui qui potentiellement pourrait s'assimiler le plus à un tendon. Là, pareil, le rôle du ligament, lui, ça va être de relier deux os entre eux, de stabiliser véritablement une articulation. Et lui, ce que le ligament, il aime pas du tout, c'est l'étirement, l'élongation. Ça fait une entorse et ça fait mal, c'est pas très cool. Donc, maintenant qu'on a un petit peu élagué, entre guillemets, je vous mettrai des schémas évidemment sur le tendon, le ligament, le muscle, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Maintenant qu'on a un petit peu élagué et déterminé les différences qu'il y a entre tous ces tissus, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la structure cellulaire, tissulaire du tendon, pour que vous compreniez un peu les tenants et les aboutissants du soin, de la rééducation, de la réadaptation, de la récupération d'une tendinopathie. Donc le tendon, il faut savoir que c'est un tissu très particulier et il fait partie de ce qu'on appelle les tissus conjonctifs denses. Donc un tissu conjonctif dense, c'est généralement quelque chose, enfin tout est à peu près dans le titre, mais je vais vous l'expliquer, rassurez-vous. C'est un tissu qui va être très épais, très résistant et peu élastique. Relativement élastique quand même pour le tendon.
Alors, le désavantage de ça, c'est qu'étant donné que c'est très dense, c'est très peu vascularisé. Et donc, quand un tissu est très peu vascularisé, il a tendance à avoir du mal à bien récupérer. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille. Donc, pour la récupération, pour la réparation, pour le tendon, on va tabler sur 6 semaines. D'accord, 3 à 6 semaines, en gros. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le tendon, il est constitué d'une molécule, enfin de ce qu'on appelle le collagène. Collagène et de l'élastine. Donc c'est ce qui va donner en fait la capacité d'adaptation aux contraintes du tendon, et c'est également ce qui va lui donner sa relative élasticité, qui va lui permettre pareil de bien s'adapter et de ne pas casser à la moindre contrainte. Donc il faut savoir ensuite que l'organisation des fibres du tendon va normalement se faire dans le même sens que les fibres musculaires. Tout simplement, si le muscle, je vous montre avec ma main, si le muscle va dans ce sens-là, le tendon va suivre dans ce sens-là pour que la transmission de la force musculaire se fasse de manière optimale au niveau du tendon ainsi qu'au niveau de l'os. Puisqu'en fait, c'est le muscle qui va se contracter, qui tire sur le tendon, et le tendon va tirer l'os, ce qui va faire bouger l'os via l'articulation. Donc ça, c'est une première chose. Il faut savoir que le tendon, malheureusement, ne possède pas la rapidité d'adaptation du muscle, tout simplement parce que le muscle est ultra vascularisé et donc il s'adapte très vite, c'est le propre du muscle. Et par contre, le tendon nécessite un petit peu plus de temps pour s'adapter à une contrainte, à un entraînement, à un effort. Donc c'est en partie pour ça qu'on en arrive à des pathologies au niveau du tendon. Tout simplement parce qu'on veut en faire trop vite. Et ça, on va y venir tout de suite dans la partie pathologie. Je vais vous faire avant un petit point historique au niveau de ce qu'on faisait, de ce qu'on fait parfois, des fois encore, au niveau de la tendinopathie pour notamment de la rééducation. Donc c'est plus une partie kiné. Ça va pas plaire que je fasse ça, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Donc en fait, si vous voulez, pendant longtemps, on a privilégié ce qu'on appelle l'excentrique pour la rééducation du tendon. C'est plus le cas aujourd'hui, mais enfin plus trop le cas aujourd'hui en tout cas, pas partout. Mais... Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, en termes de contraction, il y a plusieurs régimes de contraction musculaire. Il y en a deux dynamiques principaux qui vont être le concentrique, donc je vais vous montrer avec le biceps. Donc une contraction musculaire concentrique, c'est quand le muscle va se raccourcir et rapprocher les deux segments osseux. Donc ça donne ça pour le biceps. Donc c'est-à-dire que mon coude, mon avant-bras va se replier sur mon bras et mon biceps va se contracter. La contraction excentrique, c'est quand on va étirer le muscle en cherchant à retenir un poids. Donc en fait, le muscle s'étire, mais la contraction perdure. C'est quand on cherche à retenir le poids. Donc là, à l'inverse, mon muscle va rester contracté, mais le bras va s'écarter de mon avant-bras. Enfin, mon avant-bras va s'écarter de mon bras. Et si on touche le biceps est toujours bien contracté et bien dur. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu privilégier ce régime de contraction-là dans la rééducation de la tendinopathie? Tout simplement parce qu'il y a eu une théorie à un moment donné au niveau de la rééducation de la tendinopathie qui disait que le tissu non sain, donc le tissu abîmé au niveau du tendon, le tissu inflammatoire, avait tendance à générer des nodules au niveau de la fibre du tendon. Donc c'est comme si les fibres de mon tendon, là, c'était mes doigts, et que j'avais un doigt qui était un peu plus gonflé que l'autre à un endroit. Et donc pour casser, entre guillemets, ces nodules, il fallait effectuer de l'excentrique. Donc en gros, il fallait simplement retenir la charge, ce qui avait pour effet d'étirer un peu plus le tendon. Et donc cet étirement aurait eu pour effet d'étaler un petit peu le nodule, ajouter à cela des massages profonds et glisser sur la zone du tendon, et ça devait en tout cas soulager. Donc ça a soulagé évidemment bien des personnes, tout simplement parce que la douleur n'était pas à l'origine du tendon, mais ça on y reviendra dans la partie douleur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Où en est la recherche actuellement sur la tendinopathie, et qu'est-ce qui est préconisé et qu'est-ce qui fonctionne relativement bien chez à peu près tout le monde? Donc voilà, ce sera à peu près chez tout le monde, c'est pas tout le monde, mais voilà, c'est comme d'habitude, hein. Ce
sera adaptable à adapter en fonction de la personne. Donc il y a une personne qui s'appelle Jill Cook qui a réalisé des études d'imagerie. Alors il me semble que c'était une échographie, je ne sais plus exactement, ou des ultrasons. Enfin, une échographie particulière, c'était pas une écho classique, mais bref. En fait, ils se sont rendus compte, c'est pas l'examen qui est important, c'est la finalité du truc, c'est que le tendon, si vous voulez, il faut imaginer que c'est un gros cylindre, et que ce cylindre, quand il est sain, c'est un cylindre plein. Et quand le cylindre ne va pas bien, eh ben, il ressemble à un donut. Donc en fait, un tendon qui va pas bien, quand on le coupe et qu'on regarde à l'intérieur du tendon, le tendon ressemble à une sorte de donut. Donc un donut, c'est un beignet avec un trou au milieu. Donc pour vous schématiser ça, ce qui va être au milieu, ça va être tout le tissu tendineux, donc toutes les fibres tendineuses qui vont être, excusez-moi, globalement abîmées, pas forcément en forme, qui vont être en état d'inflammation. Et le tissu extérieur, ça va être globalement le tissu, je vais exagérer un peu, mais le tissu sain. Bien que voilà, c'est pas forcément comme ça, mais pour vous l'imager, pour vous le schématiser, c'est ce qui va se passer. Donc, comment est-ce qu'on passe d'un cylindre à un donut? Parce que c'est ça en fait, si on comprend comment on passe d'un cylindre à un donut, on comprend comment on passe d'un donut à un cylindre. En théorie, vous allez voir que c'est pas forcément vrai, mais en théorie. Donc, on a un tendon normal et je décide, je fais très peu de sport et je décide par exemple de me mettre à la course à pied, au trail ou n'importe quoi, peu importe. Et mon objectif c'est 10 km. Je veux courir un 10 km dans un mois parce que mon collègue m'a dit viens on fait le 10 km de la Grande Motte parce que voilà, j'avais envie d'aller courir. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais m'entraîner 5 fois dans la semaine et à chaque fois, au début c'est dur mais je force un peu parce que bon, on m'a dit que si ça faisait mal c'était bon et puis je force et puis à la fin du mois, j'y arrive plus, j'ai trop mal. À chaque début de course, à chaque début de foulée, j'ai très mal parce que j'en ai trop fait trop rapidement. En fait, le tendon va s'abîmer à partir du moment où on va dépasser ses capacités d'adaptation. C'est-à-dire quand on va aller trop loin, trop vite, trop fort. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas qui est un peu plus rare, enfin, en fait, c'est pas beaucoup plus rare, c'est même très fréquemment le cas, c'est quand on ne sollicite que le tendon. Je vous ai dit tout à l'heure, le tendon, il n'aime pas bosser tout seul. Et le souci, c'est que de par notre sédentarité et de par les activités de bureau qu'on a, bien souvent, le tendon est beaucoup plus sollicité que le muscle. Ce qui fait que c'est le tendon qui va gérer, entre guillemets, la tension, qui va répartir la tension au lieu que ce soit le muscle qui la répartisse. Et ça, le tendon, il n'aime pas du tout. Donc, quand on va trop vite, trop loin et trop fort, ou au contraire qu'on se repose sur le tendon, on a ce qu'on appelle dans un premier temps une tendinopathie réactionnelle ou réactive. Donc c'est simplement une grosse inflammation localisée, généralement avec de la douleur et tout le tintouin qui s'ensuit. Et si on continue et qu'on n'écoute pas gentiment son corps, on aboutit à une dégénérescence, à de l'usure, à un tendon abîmé, où là effectivement on a un beau donut avec plus de cellules, plus de fibres, de cellules tendineuses entre guillemets abîmées, usées, plus que de cellules saines. Donc ça, si vous voulez, grosso modo, c'est le schéma. Donc tendon normal, j'en fais un peu trop vite, un peu trop fort, boum, mon tendon réagit, il me dit « Oh, qu'est-ce que tu fais? Va plus doucement un peu là !» Je ne l'écoute pas, je continue, j'ai mal, mais je continue, et là, je passe sur quelque chose de plus chronique. Alors, je plaisante quand je dis que vous n'écoutez pas. C'est simplement que effectivement quand c'est dans le cadre d'une activité sportive, des fois c'est qu'on n'écoute pas, on ne s'écoute pas. Et il y a également des fois où professionnellement on n'a pas trop le choix. Simplement il n'y a pas que la partie mécanique, il y a aussi tout un tas d'autres facteurs qu'on va appeler des facteurs psychosociaux, où là c'est des facteurs qui vont être à la fois environnementaux, émotionnels, psychologiques, qui vont faire que
potentiellement, là ça va plus jouer sur non pas l'état de la structure, mais plus véritablement sur la sensibilisation de la zone et donc la douleur qu'on va ressentir. Mais ça c'est quelque chose que j'ai déjà traité dans d'autres vidéos, mais que je retraiterai dans d'autres vidéos. Là on va parler purement et simplement de la partie entre guillemets mécanique de la tendinopathie. Donc on vient de voir un petit peu l'aspect pathologique, et donc on a vu ce qu'était le tendon, on a vu le tendon normal, on a vu le tendon abîmé. Maintenant on va s'attaquer à comment est-ce qu'on soigne une tendinopathie. Donc je vous ai dit un petit peu avant, historiquement on avait tendance avant à privilégier l'excentrique, à privilégier le massage profond, voire des fois les étirements. Sauf qu'on sait que pour le tendon, c'est tout ce qu'il n'aime pas, tout simplement parce que le massage, l'excentrique et, bon l'excentrique non, mais en tout cas massage et étirement, on sait aujourd'hui que si le tendon est en souffrance, et tout simplement ça peut aggraver non seulement l'état inflammatoire et la réaction du tendon, et donc potentiellement évidemment la douleur que vous allez ressentir sur la zone. Donc vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce que je fais alors ? Qu'est-ce qu'on fait si je ne peux pas m'étirer, enfin si m'étirer ça ne va pas arranger, et si masser ça ne va pas arranger non plus? Rassurez-vous, il y a d'autres choses à faire. Donc tout d'abord, ça va dépendre un petit peu aussi du stade dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans le stade où, comme je vous ai dit au début, vous commencez quelque chose, une activité, et puis paf, il y a des douleurs qui arrivent, ou au contraire, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans cet état-là? Si jamais c'est arrivé récemment, il y a de très fortes chances que c'est parce que vous en ayez trop fait trop vite et le tendon n'était pas prêt à recevoir une telle charge de travail. Donc là, ce qu'il vous suffit de faire, c'est juste de réduire un petit peu la quantité de travail et l'intensité de travail sur votre tendon et de voir si ça va mieux, si ça passe ou pas. N'hésitez pas à vous faire aider d'un professionnel de santé, d'un ostéopathe, d'un kiné, d'un coach sportif. Ils sont censés être formés un peu là-dessus, donc ils devraient pouvoir vous coacher. Ensuite, si jamais c'est des choses qui sont un peu plus chroniques, là, effectivement, on va devoir passer sur un programme un peu plus spécifique, plus typé d'ailleurs rééducation, réadaptation, récupération de la tendinopathie. Et là, je vais vous expliquer grosso modo les principes tout de suite. Donc, je vous ai parlé de mon donut. On va renforcer le donut. Donc en fait, je vous ai parlé un peu historiquement de ces fibres un peu abîmées qu'on essayait de soigner. En fait, on s'est rendu compte avec la recherche que ces fibres répondaient très mal en fait à la stimulation, à toute stimulation, qu'elle soit directe, qu'elle soit indirecte, qu'elle soit mécanique, elles réagissent très mal. Donc en fait, le principe là, ça va être de renforcer directement les fibres qui vont bien. On laisse de côté les fibres qui vont pas bien et on va se concentrer uniquement sur les fibres qui vont bien. Et on s'est rendu compte que les fibres qui allaient bien et qui réagissaient très bien, qui avaient la plus grande capacité d'adaptation, c'était les fibres périphériques, donc les fibres autour. Donc c'est le donut. On va pas s'intéresser aux trous, on va s'intéresser aux donuts. Donc comment on va faire? On va avoir deux grandes étapes, si vous voulez, pour le faire. Et le grand principe qui sous-tend ces deux grandes étapes, c'est ce qu'on va appeler la surcharge progressive. Une surcharge progressive, ça va être d'ajouter une tension mécanique progressive sur le tendon en souffrance afin de lui permettre de se renforcer tout doucement et de manière graduelle. Donc la première étape, ça va être de déterminer deux facteurs. Quelle est l'amplitude dans laquelle je me sens bien pour réaliser l'exercice qui correspond à ma rééduque, à ma récupération, à ce que vous voulez, et quelle est la charge qui correspond. C'est-à-dire quel est le poids. Grosso modo, la charge, on va simplifier ça par le poids. Une fois que vous avez l'amplitude et le poids, vous avez votre premier exercice et vous pouvez commencer à travailler. Donc vous avez deux façons de travailler. Ce que je recommande le plus, c'est de travailler en série. C'est-à-dire prendre un exercice et faire plusieurs séries avec X répétitions, X séries de X répétitions. Ou alors, vous avez aussi une autre façon de travailler, c'est en circuit. Ça, c'est bien quand on a commencé à bien intégrer les exercices et qu'on sait les faire. Dans un premier temps, je conseille d'abord de commencer par des exercices en série, donc d'une série et répétition. Et à partir de là, une fois que vous avez commencé ça, l'objectif, ça va être à chaque fois d'augmenter la surcharge, en fait, d'augmenter la difficulté de l'exercice et d'augmenter le poids de l'exercice. Donc, il y aura d'autres facteurs sur lesquels vous allez jouer, mais dans les premiers facteurs sur lesquels vous allez pouvoir jouer, il va y avoir l'amplitude et le poids à mettre en fonction de la zone à travailler. Ensuite, vous allez également avoir la vitesse.
Vous allez avoir la variabilité, donc c'est-à-dire varier les angles de travail. Alors c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, c'est bien de le faire. Vous allez avoir également, je crois que j'ai déjà dit la vitesse, oui, la complexité. Donc en fait la difficulté de l'exercice. Donc un exemple tout bête, faire des squats debout sur 2 jambes, c'est beaucoup plus facile que faire des squats debout sur une jambe. Parce que sur une jambe, ça va demander plus de force, plus d'équilibre, plus de coordination. Voilà. Donc ça va être la deuxième étape. À partir du moment où vous avez trouvé l'exercice avec l'amplitude et la charge où vous avez pas mal, où vous pouvez réaliser l'exercice, à chaque fois, on augmente. On augmente, on augmente, on augmente. En fait, si vous voulez, c'est le même principe qu'un entraînement. Quand vous vous entraînez, c'est exactement ce que vous faites. Vous commencez d'abord par apprendre, faire quelque chose de facile, et au fur et à mesure, vous augmentez la difficulté pour vous améliorer, vous renforcer et devenir meilleur. Ben là, c'est exactement pareil. En fait, la différence entre un entraînement et une rééducation, une réhabilitation, une récupération, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, c'est que l'entraînement se fait sur un sujet sain, sur quelqu'un qui n'a pas de problème. La rééducation, la récupération, la réhabilitation se fait sur quelqu'un qui est blessé. Voilà, c'est la seule et unique différence. Point à la ligne. Donc il y a 2 autres choses qui vont être très importantes dans une tendinopathie. Ça va être également la récupération de la mobilité, travailler la mobilité de la zone, tout simplement parce que un tendon et un muscle fort, c'est une zone mobile. Et il va y avoir également tout le travail neurologique du système nerveux qu'il va falloir également, il va falloir s'y attarder dessus, notamment pour la gestion de la douleur, surtout dans une vue de stimulation de la zone, d'accord? Donc en fait, c'est soit ça va être un travail, ce qu'on appelle neurodynamique, de faire coulisser les nerfs de la zone afin de les aider à mieux réguler la douleur, soit au contraire carrément du stretching au niveau de certains nerfs. Mais ça, on y reviendra peut-être dans d'autres vidéos assez spécifiques et je reparlerai en fin de vidéo. Donc ça, c'était la partie, les grands principes pour soigner sa tendinite. Donc maintenant, on va passer à une partie très importante, la douleur et la tendinopathie. J'ai dit tendinite avant, hein, vous m'avez pas repris, c'est bien. Donc, ce qui inquiète, en fait, il faut bien comprendre que quand vous venez consulter pour une tendinopathie, vous venez pas consulter parce que vous avez le tendon abîmé. Ça, dans l'absolu, vous vous en foutez d'avoir le tendon abîmé. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de plus avoir mal parce que vous venez consulter parce que vous avez mal. C'est ça qui vous gêne. C'est pas le fait d'avoir le tendon abîmé, ce qui vous gêne, c'est la douleur. Et ben, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Douleur et tendinopathie ne sont pas toujours corrélés. Pas toujours. Il y a des cas où ça l'est, il y a des cas où ça l'est pas. Mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est que le tendon, comme toutes les structures de votre corps, va s'user, va s'abîmer avec le temps, avec l'activité que vous allez faire ou que vous n'allez pas faire. Et c'est pas grave. Il est là pour ça. Il est là pour s'adapter à son utilisation, à l'utilisation que vous en avez, et également à l'âge que vous avez, à la façon dont votre corps va traverser le temps. Et donc, si ça s'use, c'est pas grave. Tout s'use dans le corps. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il y a des douleurs trop importantes. Donc, quand il y a des douleurs trop importantes, étape du dessus, comment soigner sa tendinopathie, et également tous les facteurs psychosociaux dont je vous ai parlé, le stress, l'alimentation, la façon dont vous allez gérer votre douleur, le regard que vous portez sur votre douleur, la façon dont vous voyez votre avenir avec votre douleur, toutes ces choses-là vont rentrer en ligne de compte, mais rassurez-vous, la tendinopathie n'est pas toujours en lien avec la douleur. Il y a plein de gens qui ont des tendinopathies, qui ont des ruptures des fois tendineuses complètes qui ne le savent pas et qui vivent très bien. Un exemple très flagrant, c'est les lanceurs de baseball aux États-Unis. Les mecs lancent des balles à des fois je ne sais pas combien de km/h. Ils ont quasiment tous la coiffe des rotateurs complètement pétée, les mecs. Mais ils ont un renforcement musculaire spécifique au niveau de l'épaule qui leur permet de pallier justement cette rupture tendineuse-là. Ce qui fait que l'épaule reste malgré tout toujours aussi stable, l'épaule reste malgré tout toujours aussi solide, toujours aussi puissante, mais grâce à d'autres muscles et d'autres tendons. Donc voilà, il faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête, c'est pas parce qu'il y a un tendon qui est abîmé que c'est foutu, que vous n'allez plus pouvoir faire ce que vous aimez. Au contraire, le corps connaît des stratégies, il faut des fois simplement l'aider, le guider un petit peu dans la direction pour qu'il la trouve de par lui-même, tout simplement. Donc, on arrive à peu près à la fin de la vidéo.
Je pense que j'ai été beaucoup plus rapide que ce que je pensais que je serais. Mais on verra, je verrai au montage, je sais pas du tout combien de temps ça a duré. Surtout que, pour la petite blague, j'ai tourné déjà la vidéo une fois. Je l'ai tournée une fois, sauf que l'appareil photo, je sais pas, il a merdé là et il a pas voulu enregistrer. Donc j'ai fait une vidéo peut-être d'une demi-heure pour rien. Donc j'avais les boules, donc je la refais. En fait, j'avais les boules, mais je suis content parce que j'en étais pas totalement satisfait. Il y avait des trucs que j'avais dit que j'étais pas content. Enfin bref, là c'est un peu plus structuré si vous voulez. Ça part un peu moins en freestyle que d'habitude. Même si vous me dites que ça part pas en freestyle, moi j'ai l'impression d'être en freestyle H24. Donc petit récap sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Le tendon, c'est une structure fibreuse ultra solide. Ultra solide, on n'abîme pas un tendon comme ça. Ensuite, le tendon a besoin de temps pour s'adapter à une contrainte. Plus de temps que le muscle. C'est malheureusement le seul point négatif du tendon. Il a besoin de surcharge progressive pour être en bonne santé. Si vous allez trop fort, trop vite, il va soit déclencher une réaction inflammatoire et vous dire « Wow, tu vas trop vite, qu'est-ce que tu fais ?» Soit au contraire s'abîmer si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire régulièrement. Un tendon abîmé n'est pas forcément un tendon douloureux. Première chose, un tendon abîmé n'est pas forcément quelque chose de grave. Deuxième chose, un tendon abîmé va toujours être supplé par les muscles qui sont, enfin par les tendons et muscles qui sont autour pour l'aider. Donc c'est pour ça qu'une rééducation, une réadaptation, une récupération, appelez ça comme vous voulez, ciblée, adaptée à votre cas, adaptée à votre vie et adaptée à vos activités est primordial. Donc plutôt que de masser, d'étirer, etc. pour une tendinopathie, pensez à surcharger. Et ça me fait directement la transition avec le dernier point de cette vidéo, c'est que je vais vous réaliser évidemment des vidéos d'exercices pour soulager vos tendinopathies. Et je vais faire des vidéos spécifiques pour l'épaule et notamment la tendinopathie du supraépineux et également le conflit sous-acromial. Je vais faire une vidéo également pour le coude, notamment pour les épicondylites. Je vais faire évidemment également une vidéo sur le tendon rotulien, donc avec tout ce qui est syndrome rotulien, tendinopathie, etc. Et enfin, pour le tendon d'Achille, pour nos amis coureurs. Et tendon d'Achille, je pense que je ferai aussi les releveurs, parce que les releveurs, c'est moins fréquent, mais c'est un peu plus bâtard. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus sournois, les tendinopathies des releveurs, mais il y en a énormément, notamment chez les coureurs. Les coureurs, ils sont... De toute façon, les coureurs autour de la cheville, généralement, ils sont tous blindés de tout un tas de trucs. Quand c'est pas des périostites, c'est des tendinopathies. Quand c'est pas des tendinopathies, c'est des raideurs et des tensions musculaires. Donc on fera une vidéo un petit peu autour de ça. J'arrive au bout de tout ce que je voulais vous dire. J'ai très certainement oublié plein de choses. C'est pas grave, il y a la section commentaires pour ça. Donc je vous laisse me poser toutes vos questions en bas dans les commentaires. Je reste bien évidemment à votre disposition pour vous répondre. J'essaie de répondre à tout le monde, alors je réponds par vague, hein, j'y vais pas tous les jours, mais j'essaie de répondre à tous les commentaires, à toutes les questions. Si jamais j'estime qu'il y a une question qui est pertinente et qui peut être traitée en vidéo, je l'utilise. Donc si vous avez envie de voir votre problématique traitée en vidéo, ça sera un grand plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. On arrive bientôt à 30 000, je vous prépare une vidéo. Pour les 30 000, j'ai prévu de vous faire une petite vidéo de mes 4 premières années d'ostéopathie et de ce qui se passera par la suite pour moi. Donc voilà. J'estime qu'on arrivera à 30 000 aux alentours entre mi-juin et mi-juillet. Ça va dépendre un petit peu de votre activité. Donc partagez la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et plein de bisous.